Le show Kyrgios a retourné l'Open d'Australie la nuit dernière, petite binouse au calme, service twinner à la cuillère et victoire en 3-7 accessoirement. De son côté, Benoît Paire se sent vidé par la pandémie. Moi aussi, j'adorerais me sentir vidé avec 8 millions sur mon compte bancaire. Et les petites images gauleries de Nadal, c'est le programme succulent de votre deuxième digest de l'Open d'Australie. On attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Pas du tout, de Benoît Paire qui nous dit « Je me sens vidé » en fait dans une interview donnée à l'équipe après son premier tour victorieux face à Thiago Monteiro. On va lire des petits morceaux choisis, notamment ici. Si on est vacciné, je pense que l'on devrait pouvoir avoir la vie d'avant. Ne rigolez pas trop fort de votre côté derrière votre petit écran. En jaune, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour retrouver le sourire et le plaisir de jouer pleinement, demande ce journaliste de l'équipe. En vert, retrouver la vie d'avant, c'est aussi simple que ça. J'aimerais communier avec les gens, j'ai envie de voyager et de ne pas avoir 50 documents à donner. J'ai envie d'arriver et de pas me dire « Oh là là, j'ai un test à faire, est-ce que je vais être positif ou négatif ?» Alors Benoît, malheureusement c'est comme ça, hein, jusqu'à nouvel ordre, et pendant je pense encore un certain temps, on va devoir se plier à ces règles qui sont assez strictes, mais c'est comme ça, on est en période de pandémie, on a vu ce qui s'est passé en Australie avec Novak Djokovic, on voit également ce qui se passe de notre côté, mais c'est un autre sujet, on est sur une chaîne tennis. Benoît qui enchaîne en violet toutes ces règles, tout ce qui se passe en ce moment fait que dans ma tête, je ne suis pas bien, tu n'es pas le seul Benoît, tu n'es pas le seul. Je suis pro-vaccin, mais quand je vois que tout referme en France alors que tout le monde fait ce qu'il faut, se vaccine, à quoi sert le vaccin si on revient à ne pas pouvoir aller en boîte de nuit? Ah oui, donc la priorité de Benoît Paire dans la vie, c'est d'aller en nightclub, à ne pas pouvoir aller au restaurant. Ça sert à quoi finalement? Si on est vacciné, je pense que l'on devrait pouvoir avoir la vie d'avant. Ce n'est pas le cas. Arriver dans un tournoi où il y a toutes ces règles, ça m'oppresse, je ne me sens pas bien. Bon, cette interview, elle est pas forcément surprenante de la part de Benoît Paire. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est un peu dans ce créneau-là, c'est-à-dire qu'il se plaint des conditions. C'est un joueur qui aime bien être libre, c'est un joueur qui aime bien aller au resto, picoler entre les tours, etc. quand il passe des tours bien sûr. Donc il a besoin d'avoir cette vie normale pour pouvoir compenser avec la vie de tennisman professionnel. C'est un joueur qui est dans le plaisir, on va en parler d'ailleurs avec Kyrgios d'ici quelques instants. Il est dans le plaisir, il a besoin de croquer dans la vie, de voyager, d'aller en boîte, d'aller au restaurant. C'est son équilibre particulier et du coup c'est extrêmement menacé avec les bulles, avec les confinements. Mais quelque part, la situation elle est idéale là maintenant pour se poser. Alors c'était plutôt l'année dernière, mais elle est idéale pour se poser, elle est idéale pour faire une coupure. Si t'as besoin d'arrêter, si t'en as marre de courir, parce que lui aussi Benoît Paire il fait que courir après les premiers tours, il joue tous les tournois systématiquement pour essayer de gratter de l'argent et des points ATP, bah ouais à un moment donné arrête d'être dans le calcul, prends de la distance, repose-toi quelques semaines, quelques mois et tu verras, ça va te rafraîchir. En plus, contrairement à beaucoup d'entre nous, lui il a le luxe de pouvoir s'arrêter pendant des mois sans avoir de soucis financiers, donc voilà, il y a aussi je trouve quelque part un petit peu d'indécence à avoir des propos comme ça quand vous savez qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur travail, qui sont dans des situations extrêmement difficiles liées à cette pandémie. Lui il est libre de choisir s'il joue pas, donc quelque part bon, hein. Deuxième info dans ce côté réseau, nous sommes en pleine période de pandémie et Nick Kyrgios, qu'est-ce qu'il fait quand il remporte son match face à Liam Brody? Il va tremper ses lait dans une bière de quelqu'un d'autre, donc voilà, nickel. Bon, après il a chopé le Covid il y a une semaine, mais bon, vous voyez un gouvernement qui expulse quelqu'un qui est sain mais qui n'est pas vacciné comme Novak Djokovic, et puis on peut se permettre de boire dans la bière de quelqu'un après une rencontre. Il y a des petites incohérences, bref, Nick Kyrgios qui s'est qualifié pour son deuxième tour et qui affrontera Daniil Medvedev, ça va être un énorme deuxième tour, ce sera jeudi matin, franchement booker votre matinée parce que ça va être goldé, ce sera certainement sur la Rod Laver Arena vers 9h, 10h du matin. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Nick peut aller titiller le petit Daniil. De mon côté, je vois une victoire en 4-7 de Daniil Medvedev. Allez, au pas de charge, on enchaîne avec la troisième info dans ce côté réseau, l'interview donnée à Bertrand Milliard par Gilles Servara, et on va se focaliser sur ce point précisément. Donc la relation, on la connaît entre Gilles Servara et Daniil Medvedev. Gilles Servara qui m'a également accordé une interview que je vous affiche juste ici si vous avez 40 minutes à consacrer à cette vidéo. Donc on lui pose la question, l'avenir justement, est-ce qu'ils vont continuer à travailler ensemble? Et Gilles Servara, il va répondre un tout petit peu à côté parce que c'est difficile évidemment, les choses peuvent bouger très vite et on sait à quel point maintenant la génération zapping elle est capable de virer les coachs très rapidement. Il suffit d'avoir une embrouille et le lendemain vous pouvez avoir un texto, ah tiens en fait je te vire, je te dégage. Donc on a cette relation et cet équilibre très subtil entre les deux personnalités. Alors Gilles Servara il dit qu'il est explosif mais il peut pas se comporter comme ça vis-à-vis de Daniil Medvedev qui lui aussi est explosif, donc il doit se tempérer, et il dit en jaune, le joueur peut aussi amener à l'entraîneur. Moi je me considère être un être humain qui a des défis, qui aime la performance, et j'ai besoin aussi de me sentir challengé, et c'est ce qui se passe avec Daniil. Donc on le voit, c'est un bateau qui tangue, il y a différentes énergies, différentes forces, mais il faut rester en mouvement tout le temps, il faut qu'il y ait une relation qui soit un petit peu piquante. On a vu, on se souvient de Daniil qui avait carrément expulsé Gilles Servara sur le précédent Open Australie. C'est une relation qui est parfois électrique, mais il faut qu'il y ait un apport des deux côtés, c'est pas juste unilatéral, et c'est ça qui fait toute l'intelligence, toute la saveur de cette relation. En violet, j'attends que Daniil puisse me challenger pour que je continue de progresser, c'est mon but, et c'est pareil pour Daniil, il attend de moi que je continue de le faire progresser, performer, c'est ça le challenge. Autre challenge dans ce côté réseau, c'est Rafael Nadal qui était à deux doigts, regardez
prévu à l'entraînement d'éclater sa raquette. Non, regardez le petit taquin, le sourire de circonstance. Petit mot également pour certains fans de Novak Djokovic, j'ai vu, alors c'est encore une fois, c'est une minorité visible, vocale, mais il y a un certain seum vis-à-vis de Rafael Nadal, j'ai trouvé, je vois sur les réseaux, je vois dans les commentaires également, on a l'impression que pour certains fans de Novak Djokovic, c'est le diable, Rafael Nadal, il est lisse, il n'exprime jamais son avis. Il est juste peut-être bien éduqué et il donne son avis et c'est un avis cohérent, nuancé en fait, vous pensez pas? Je vous attends dans les commentaires, donnez-moi votre opinion, on enchaîne, je sais et Matt, on retrouve Constance bien sûr dans ce côté réseau qui nous livre une statistique assez précieuse je trouve, plus grand nombre de matchs remportés dans un grand chelem sans jamais le gagner, on voit Andy Murray qui a le record désormais, 49 victoires à l'Open Australie, Ivan Lendl qui était le précédent détenteur de ce record, 48 victoires à Wimbledon, le sous-côté, l'extrêmement sous-côté Thomas Berdych, 47 wins à l'Open Australie, on voit du Ferrer, on voit du Henman, on voit du McElchang. Et comme toujours, en début de quinzaine, on a ces réflexions, ces débats sur la vitesse de la surface, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est rapide, et c'est toujours un peu Daniil Medvedev qui est le juge-arbitre de ces différentes déclarations, et donc il dit, j'ai l'impression que les cours sont un peu plus rapides cette année, en tout cas ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que la nuit dernière, on a eu des conditions extrêmement difficiles pour jouer au tennis, énormément de vent, c'est l'ennemi en tennis, le vent, et on voit Dimitrov qui nous dit, l'une des conditions les plus difficiles que j'ai jamais eues ici, et justement, ça a eu un impact sur le premier match qu'on va étudier dans le coin tactique, celui de Félix Auger-Aliassime. C'est l'heure du coin tactique, une seule palette pour parler de cette rencontre entre Félix Auger-Aliassime et Ruusuvuori qui lui a posé des difficultés, ça s'est conclu en 5 manches, on a vu un niveau de jeu vraiment cataclysmique des deux côtés, et surtout pour Auger-Aliassime que j'avais placé parmi, allez, mes outsiders plus avec 2 étoiles en amont de ce tournoi, il s'est fait peur, il a été mené 2-7-1, et on va voir donc précisément dans cette palette ce qui s'est passé, comment il a réussi à garder son calme. Donc cette palette elle m'intéresse, on est sur un point essentiel de la 5e manche, on est dans le 4e jeu, il y a 15-30 pour Ruusuvuori, là on a eu 2 lettres dans cet échange, à chaque fois Auger-Aliassime a dû avancer dans le cours et donc est dans une position où il doit proposer quelque chose d'offensif, de différent. On a senti Félix Auger-Aliassime au niveau du mental, c'était difficile, ça a été un combat intérieur pour lutter face à ce niveau de jeu qui était complètement cataclysmique. On est à 4 sur 17 sur les balles de break et ici il va avancer dans le cours, il va assurer donc une petite accélération là, un passing un peu dégueulasse de la part de Ruusuvuori et on va donc avoir le Canadien qui va avancer ou le Québécois et qui va poser une volée très tranquille ici, qui va sourire et on a senti ce joueur, 21 ans mais on sent sur le format Best of 5, il commence à avoir de la grinta, il commence à avoir de l'expérience, il a battu Zverev sur ce format à Wimbledon l'année dernière, et puis je pense le match référence dans sa jeune carrière pour l'instant sur ce format, c'est contre RBA à l'US Open. Deuxième match dans ce coin tactique, la douce folie, le doudingue Nick Kyrgios, superbe match, 6-4, 6-4, 6-3 pour l'Australien, et puis on a vu dès le premier jeu, alors ça c'est une dinguerie, dès le premier jeu, imaginez-vous, il y a un break de Nick Kyrgios, et là le public se lève, vous imaginez les Australiens qui sont complètement chauffé à blanc, Nick Kyrgios qui est là, machin, vas-y, bidule, et on a vu à quel point c'est un joueur qui arrive à faire le show, il est vraiment génial, Nick Kyrgios, je sais qu'il y a certaines personnes qui le détestent par rapport à ses positions, c'est vrai qu'il est un peu inégal, c'est un personnage très contrasté, il y a énormément de contradictions chez Nick Kyrgios, et puis bon, regardez, qui fait ça sur le circuit, à part lui et Bublik, quoi, le service à la cuillère en twinner dès le début du match, dans les 5 premières minutes du match, le mec a clairement, il a un pet au casque, Nick Kyrgios, mais bref, il y a quelque chose chez lui, je le trouve d'assez touchant, d'assez attachant, c'est-à-dire qu'il nous ramène un peu au plaisir de l'enfance, c'est-à-dire le tennis c'est quoi? C'est mettre la balle une fois de plus que son adversaire de l'autre côté du filet. Ça nous ramène à ces moments qu'on était, je sais pas, dans la cour de récré, que on posait 2 pulls et qu'on faisait une cage pour jouer au foot. Il y a quelque chose du plaisir pur du jeu, un peu à la Mansour Barami, un peu certains joueurs comme ça qui, à quelque part, la victoire c'est une conséquence de prendre du plaisir sur un cours. Il faut que le plaisir soit là, c'est un petit peu à la Gaël Monfils, un petit peu également à la Denis Shapovalov. C'est des joueurs qui placent le plaisir au centre et puis ensuite la performance elle vient graviter autour. Alors Nick, 2 palettes quand même au niveau tactique, on est sur le coin tactique. D'abord je trouve dans un premier temps on a ce coup droit, alors c'est assez étonnant de sa part, le revers il est un petit peu je trouve à la Daniil Medvedev, c'est à dire que c'est un revers qui est porté, un peu poussé, limite slicé, en fait il passe sous la balle. Le coup droit on sent parfois il met trop de volume, il veut un peu trop assurer, il veut trop mettre de lift, de sécurité dans ses coups, alors que clairement il a, et dans cette position il va mettre une mythe juste royale dans la diagonale, il va clouer Brody qui est pourtant en plus dans la zone. On sent qu'il a cette capacité d'accélérer mais il se réfrène trop souvent je trouve, alors que c'est une arme qui est complètement létale, on va parler de son service dans la prochaine palette, et je pense qu'il y a 2 explications à ça. D'abord c'est un énorme flemmard, il a pas envie de bien se placer, et du coup quand t'es pas super bien placé c'est plus facile de la gratter, de la sécuriser avec 2 mètres au-dessus du câble, et puis tu la mets un peu au milieu, t'attends de voir ce qui se passe, et puis il y a un peu trop cette tendance chez Nick à vouloir jouer au chat et à la souris. Après ça fait partie de son jeu, c'est un peu à la Hugo Gaston d'ailleurs qui a eu des difficultés sur cette surface, et ouais c'est difficile quand tu joues pas sur de la boue. Nick Kyrgios, j'étais obligé
L'autre élément, c'est sa capacité au service. Je trouve qu'il est pas assez souvent dans la discussion avec les Opelka, avec les Isner, avec les Karlovic. Certes, il y a un manque de taille un tout petit peu, donc il n'est pas dans cette catégorie des serve-bots, quoique franchement, 21 aces au total dans cette rencontre, et puis surtout, son service au T, mais qui est phénoménal. Ça nous rappelle du Pete Sampras, ça nous rappelle les plus grands serveurs de ce jeu. Je trouve que Kyrgios, il est allé dans la discussion pour top 20 all-time, meilleur serveur de tous les temps, peut-être au-dessus d'ailleurs, faudrait regarder. Il y a Ronic aussi, évidemment, qui est toujours là, qui est toujours présent, mais ce service, cette arme, ça lui permet de jouer un jeu sur deux, un petit peu à la Roger Federer d'ailleurs sur ces dernières années, et c'est extrêmement pratique quand vous breakez tout de suite là sur les premiers sets, on l'a vu, premier set, deuxième set, où il a breaké très tôt, ça te met une énorme sécurité pour voir venir. Et on enchaîne avec la reco du jour, les matchs ne manquer sous aucun prétexte la nuit prochaine à l'Open d'Australie, et on a un petit programme sympathique. Est-ce que Karatsev va réussir à se remettre après son combat épique face à Munar? Ce sera contre Mackenzie McDonald à 5h30 du matin, ça pique. On a également, je trouve, un petit Alcaraz Lajovic des familles, Lajovic qui est là pour venger l'honneur de la Serbie bafoué, et puis pourquoi pas aller à Monfils public pour des coups un peu chiants, un match un peu lent où il se passe pas grand chose, je pense. Ce sera très sympa. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du café.